Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles, je rappelle que nous avons changé d'horaire. 11h30, c'est vous qui avez demandé pour faire la grasse matinée. Ne me mettez pas ça sur le compte. 11h30, les médias. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Poincaré. Bonjour journaliste, bonjour. Grand reporter. Vous avez couvert parmi les plus grands conflits dans le monde. Et aujourd'hui, vous êtes un petit peu rentré dans les bureaux. Mais néanmoins, la passion du reportage vous anime toujours. Et vous allez diriger, coordonner un certain nombre d'enquêtes pour une nouvelle case sur BFM, Ligne Rouge. Ce sera le dimanche à 20h50 et le prochain, dimanche prochain. Le lundi, ça passe au dimanche. Espion de Poutine, la nouvelle menace. Donc c'est un nouveau job pour vous? Oui, c'est formidable. C'est vrai. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait il y a quelques années quand j'étais à Complément d'enquête. Je présentais l'émission et j'animais un petit peu les équipes. Et là, c'est un petit peu la même chose. En hebdo, comme Complément d'enquête, avec une très bonne équipe, comme Complément d'enquête. Ouais. Et après, les comparaisons s'arrêtent là. Mais c'est-à-dire Non. Mais... Je tire le fil. Aura plus de liberté. Est-ce que vous avez vraiment les moyens? Parce que nous, on a vu au départ les premiers sujets de Ligne Rouge qui étaient faits avec 3 bouts de ficelle et qui étaient des fois manquaient de moyens alors qu'il y avait la qualité journalistique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus de moyens pour aller sur le terrain? Non, mais ça fait un petit moment qu'il y a beaucoup de moyens. Il y a une équipe d'une 20aine de personnes. Encore une fois, c'est comparable avec ce qui peut se faire. Il y a 20 personnes qui travaillent pour Ligne Rouge. Moi, j'ai travaillé à 7 à 8, on était à peu près une vingtaine. Je travaillais à Complément d'enquête, on était à peu près une vingtaine. Et là, voilà. Et là, on a tout à fait les moyens. Quand vous dites parfois des sujets bout de ficelle, c'est parce que effectivement, on essaye. Enfin, ils essayaient, parce que moi, je viens d'arriver, donc mais c'est une émission qui, depuis un moment, a essayé d'être hyper réactif. Donc, de temps en temps, il y a des sujets qui sont faits en 3 jours, parce que c'est l'actualité du jour, parce qu'on vient de retrouver le corps du petit Émile. Alors, ça vous donne l'impression d'être fait avec des bouts de ficelle. C'est pas par manque de moyens, c'est par manque de temps. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on a souvent des sujets qui sont faits parfois en 3 jours, et puis parfois en 3 mois. Il y a vraiment des enquêtes au long cours qui ont été faites ces dernières années dans cette émission qui n'étaient pas du tout des bouts de ficelle. Nous, on en a reçu ici où c'était des sujets assez forts, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu avec 3 bouts de ficelle. On va reparler donc de votre rôle et des sujets, des différents axes dans lesquels vous allez aller avec cette case Ligne Rouge, mais c'est le zapping de Gilles comme tous les jours. Sud Radio Média, l'instant zapping. Vous auriez pu rajouter youpi, non? En ce moment, Emmanuel Macron reçoit la coalition des volontaires et ce dimanche, vous allez en parler en détail, sera diffusé donc un grand documentaire sur les espions de Vladimir Poutine. Hier, à l'occasion de cette réunion, le 20h de France 2 diffusait 3 enquêtes sur l'Ukraine, dont celle de cette habitante du Donbass. Vous savez quoi, Valérie? Elle vit dans sa cave depuis 4 ans. C'est la 4e année que l'on vit dans une cave. La 4e? Mais comment vous avez pu vivre dans une cave 4 ans? C'est comme ça qu'on vit. Elle veut tout de même nous montrer cette cave qui lui sert de logis à quelques centaines de mètres de chez elle. On a tout eu ici, même des soldats. Dans le Donbass, les habitants connaissent la guerre depuis 2014. Voilà, c'est là qu'on vit. Vous croyez que c'est possible que l'Ukraine revienne ici? Ça, je peux pas vous le dire. C'est sûr, espérons que non. Pourquoi? Combien de temps ça va encore durer? Combien? Ça fait déjà 10 ans, c'est la 11e année. Nous vivons au milieu de tout ça. Et ça devrait continuer. 10 ans de notre vie gâchée. C'est étonnant qu'elle veuille rester russe. Non, pas vraiment. Moi, j'ai été frappé par ces reportages hier sur France 2, notamment sur les drones. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Et c'est vrai que depuis 3 ans, cette guerre évolue et qu'aujourd'hui, les drones, c'est-à-dire cette arme du pauvre, qui ne coûte rien du tout, a pris une importance considérable. C'est un sujet qu'on va essayer de faire pour Ligne Rouge prochainement, la guerre des drones. Et notamment, on va essayer de répondre à la question, est-ce que nous, les Français, on serait capables de répondre à des attaques massives de drones et de provoquer chez un adversaire potentiel des dégâts? Où est-ce qu'on en est, nous, les Français, par rapport à ce nouvel armement qui change tout dans la guerre, Vraiment, entre le début du conflit en 2022 et aujourd'hui en 2025, les drones ont pris une importance considérable. Ça vous démange parfois de repartir?
Alors oui, mais c'est pas exclu qu'on le fasse. Hein. Ces dernières années, j'étais à RMC. Je faisais une chronique dans la matinale, mais quand il se passait des événements considérables, comme vous étiez parti, ou comme le 7 octobre en Israël, j'y allais. Et là, je pense, oui, s'il se passe quelque chose de très important, sans doute on ira tous. Encore une fois, c'est un peu la marque de fabrique de cette émission, de faire du magazine, mais aussi du news, et d'être capable d'être très très réactif. Votre souvenir le plus fort de ces dernières années de ou de votre reportage carrière? C'est sans conteste le Rwanda. En 94, c'était un génocide, c'était 1 million de morts à la machette en 100 jours. C'était quelque chose qui s'oublie pas. Nicolas, vous êtes donc un journaliste chevronné, on vient de le voir, et qui connaît bien les rouages des chaînes info. Alors l'une d'elles est devenue une chaîne d'opinion, CNews évidemment, et forcément quand on a le maire de Marseille, Benoît Payan, du PS, qui rencontre Gauthier Lebret de CNews, à propos d'un Tunisien qui a donné des coups de couteau, le clash est inévitable. Je ne suis pas juge, vous non plus, heureusement pour nous d'ailleurs. Je ne suis pas policier, pour vous, tout le monde, vous non plus, heureusement pour tout le monde. Donc on va laisser, que vous soyez pas policier. Oui, si vous voulez faire des c'est tellement petit, c'est tellement facile, c'est pas le sujet. Mais si vous voulez terminer l'interview comme ça, monsieur le maire. Non mais j'ai pas. Pourquoi vous voulez aller au clash en fait? Je veux pas aller au clash, c'est vous qui m'attaquez, mais c'est pas normalement. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas discuter normalement sans que la question de l'immigration soit une obsession? Mais c'est pas une obsession, c'est juste le sujet. Quand il y a un Tunisien en situation régulière, qui est condamné en première instance, qui est connu pour des faits d'antisémitisme, et qu'il y a le ministre de l'Intérieur qui déclare ce soir l'immigration n'est pas nécessairement une chance, personne n'a le droit de s'installer en France automatiquement, et le désordre migratoire débouche sur d'autres désordres. Excusez-moi de vous interroger sur les questions migratoires. Peut-être que c'est pas bon pour votre campagne municipale à venir à Marseille, je le comprends très bien, monsieur le maire. Mais excusez-moi de vous poser des questions sur ce sujet. C'est encore du journalisme, le journalisme d'opinion. Alors, vous me faites réagir sur une chaîne qui est la principale concurrente à celle à laquelle je viens d'arriver, ce qui est un peu délicat. Je suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points, mais c'est plus global. Sur le tour que prend l'information. C'est une question que se pose Valérie, qu'on a posée à tous les dirigeants de chaînes info qu'on a reçus au moment du changement. C'est est-ce que aujourd'hui, être une chaîne d'opinion, est-ce que ça vous fait pas gagner plus d'audience? Alors bon, on est obligé de remarquer que ça marche. Pardon, on peut remarquer aussi que c'est une chaîne qui ne fait pas du tout de reportage, qui fait du débat toute la journée, généralement avec des gens qui sont tous d'accord entre eux. Donc voilà, c'est pas exactement le journalisme que je pratique depuis une quarantaine d'années et que j'aime, mais maintenant, voilà, grand bien leur face. Pourquoi ça marche? Alors, bonne question. Pourquoi ça marche? Parce que peut-être aussi que depuis quelques années, depuis des années et des années, les médias étaient un peu tous dans la même ligne, quoi. Ce qui n'était pas celle-là. Et que voilà, quand d'un seul coup surgit une parole différente, qui n'est pas parole à laquelle j'adhère moi personnellement, mais effectivement, il y a un effet de nouveauté qui fait que ça marche, ouais. Je change de feuille. Oui. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Vous voulez un prompteur? Oui. Nicolas, est-ce que vous connaissez Les Traîtres sur M6? Non. Ah, vous ne connaissez pas Les Traîtres? Alors, ça a démarré mardi. C'est l'adaptation d'un jeu bien connu qui s'appelle le jeu du loup-garou. Et évidemment, dans le jeu, il y a des traîtres et des loyaux, un peu comme dans la vie. Hier, le journaliste média du Figaro, Damien Canivez, s'en est pris à Marlène Schiappa, qui participe à ce jeu. C'était dans Tout Beau Tout Neuf sur W9. Et pour lui, il y a des politiques qui participent à ce genre d'émission. Ça rabaisse la politique. Voir une femme qui occupait des fonctions gouvernementales il y a encore seulement quelques semaines, qui trahit, qui ment, qui complote, au nez à la barbe de chacun, ça je trouve que c'est très grave, c'est un véritable scandale, surtout aujourd'hui quand on sait que moins de 3 Français sur 10 font encore confiance à la politique. D'abord je vais te répondre sur la forme et ensuite sur le fond. Et sur la forme, excuse-moi de te le dire, mais les gens comme toi qui font ce type de discours, ça porte un nom, ça s'appelle des peines à jouir. C'est les gens qui sont jamais contents de rien, qui critiquent absolument tout. Ça fait 2 ans et demi, Damien, que je suis partie du gouvernement, alors j'apprécie que tu aies le sentiment que c'est très récent, parce que j'y suis restée 7 ans et que j'ai porté des lois majeures, notamment pour les droits des femmes. Donc merci de me créditer de cette action politique. Mais ton passé t'oblige, Marlène. Moi, je ne suis pas née ministre. Je suis née dans ma cité à Belleville. Je n'ai pas grandi sous les ordres de la République. Je n'ai pas un tampon. Je ne suis pas ministre à vie. Je suis une personne avant tout. Ensuite, j'ai toujours dit que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être un trait d'union entre les différents univers. Alors les politiques qu'on voit maintenant sur les plateaux télé, qui deviennent chroniqueurs et qui
qui font des éditos, qui se retrouvent dans des jeux. Vous en pensez quoi? Là, en l'occurrence, elle dit qu'elle a arrêté la politique, et c'est vrai, hein, les plus ministres, ce qui serait étonnant, effectivement, c'est de passer de l'un à l'autre, d'aller un coup chez Hanouna, un coup dans les traîtres, et de postuler de nouveau à des responsabilités gouvernementales. Elle avait fait la une de Playboy, hein. Oui, oui. C'est vrai, on avait oublié. Donc, bon, elle est atypique, et puis elle a fini. Enfin, moi, qu'elle fasse ce qu'elle veut, ça me dérange pas. Vous avez des scènes de lecture, Valérie? Alors, hier, c'était le documentaire de Céline Dion sur M6, alors qui a bien cartonné. Hein. C'est arrivé 3e des audiences nationales, 1,6 million. C'est arrivé devant Secret d'Histoire sur France 3, devant Arte également. Alors, si vous voulez prolonger le plaisir, il y a un show qui s'appelle Génération Céline, où vous avez 4 Céline Dion, hein, pour le prix d'une. Alors, évidemment, c'est pas la vraie Céline Dion. L'une d'elles, elle s'appelle Catherine Pierson, était sur le plateau de Cyril Hanouna. Écoutez sa voix. Chez moi, les poings se balancent et les poings grimpent au ciel. Les ondes de temps sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes, tous les enfants les Voilà, ça s'appelle Génération Céline. Ce sera à la salle Playel les 20 et 21 septembre 2025. Si vous n'avez pas les moyens d'aller à Las Vegas, vous allez à la salle Playel. Mais elle chante plus, hein? Je crois qu'elle va reprendre. Oui, vous mettez le doute. Non, comme elle est malade, elle oui, c'est vrai. Peut-être un doc sur Céline Dion dans Ligne Rouge serait possible? Il y en a eu un. Oui, il y en a eu un avant que j'arrive qui était pas mal, donc je pense pas qu'on en fera un deuxième bientôt. Ça va être la question du renouvellement aussi pour vous, dans les sujets. Non, des sujets, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Ouais. On va parler avec vous, Nicolas Poincaré, donc de Ligne Rouge sur BFM, dimanche 20h50, Espion de Poutine, la nouvelle menace. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. 10h midi, Valérie Expert, Gilles Gansman. L'invité Sud Radio Média. L'invité Sud Radio Média, Nicolas Poincaré, journaliste, grand reporter. Vous arrivez sur BFM pour diriger cette ligne rouge, enfin cette case documentaire Ligne Rouge qui existait déjà, qui passe donc au dimanche soir vers 20h50, 21h. Dimanche prochain, Espion de Poutine, la nouvelle menace. Donc nouveau job, vous nous disiez, qui ressemble un peu à ce que vous aviez fait à Complément d'enquête. Oui, c'est animer une équipe de reporters qui fait des enquêtes au long cours et qui passe une fois par semaine. Donc effectivement, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais pour une chaîne d'info, c'est quand même assez remarquable. Il n'y a pas beaucoup de chaînes d'info qui mettent autant de moyens sur le grand reportage, sur l'investigation. Ce sont souvent des enquêtes au long cours. Celle qu'on passe dimanche, là, qui a été faite par Benoît Sarrad, c'est vraiment une enquête sur l'influence russe en France, les activités de l'ex-KGB, des espions de Poutine en France, avec des révélations assez surprenantes. Si je peux en citer une. On a souvent parlé des actes un petit peu de malveillance. Vous vous souvenez de ces croix David bleues ou des cercueils au pied de la Tour Eiffel. Ça paraît presque anecdotique. C'était pas très grave. On a appris que c'était sans doute payé par la Russie et que c'était des Moldaves qui avaient mis ces croix bleues sur les murs. Ça avait pas beaucoup d'importance. En revanche, nous, on révèle toute l'histoire d'un attentat qui devait avoir lieu à la veille des Jeux Olympiques de Paris en juin 24 à Roissy. Un Russe devait faire exploser, provoquer un énorme incendie dans un magasin de bricolage pour essayer de perturber le trafic aérien à Roissy, de créer une énorme... Alors il a raté son coup, il s'est fait exploser dans sa propre chambre d'hôtel pendant qu'il préparait sa bombe, il s'est fait exploser. Ça, on le savait. On savait qu'il y avait eu cette histoire. Ce qu'on savait pas, c'était le parcours de ce type. Nous, on révèle tout, son identité. Il a 26 ans, il est originaire du Donbass, c'est un ingénieur au départ. Il travaillait en Sibérie lorsqu'il a été recruté par Telegram pour être payé pour aller faire cet attentat, donc il a raté. Il s'est brûlé dans l'explosion de son explosif. Il a été arrêté. Aujourd'hui, il est à la prison de Nanterre, en région parisienne, en attendant un jugement. On a l'interview de sa mère, qui est très surprise. On a tout le parcours de ce type. Et ce qu'on démontre, c'est qu'effectivement, ce sont des façons de procéder nouvelles. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, le KGB, il avait des professionnels qui étaient formés à Moscou, qui étaient envoyés avec des couvertures, qui travaillaient en base. Il y a toujours eu des histoires d'espions. On remontait à Matane
Sahari. Qu'est-ce qui a changé en fait, parce qu'il y a toujours eu des espions russes. Alors, les films sont bourrés d'espions russes. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'essaim. C'est-à-dire comme un essaim d'abeilles. Avant, encore une fois, on avait des 007, enfin des espions très formés, très compétents, qui venaient agir chez nous et qui essayaient d'obtenir des informations sur la France, plus que de nous déstabiliser. Là, effectivement, c'est low cost. On met une petite annonce sur Telegram, on dit qui veut gagner 10 000 € pour aller provoquer un incendie à Roissy, et vous avez un type qui lève la main, qui dit moi, voilà, et qui se retrouve dans une chambre d'hôtel. Alors, en l'occurrence, il a raté son coup, mais ce sont beaucoup plus des amateurs, en fait, qui sont susceptibles de nous déstabiliser. Et alors, on les connaît, hein, les histoires de déstabilisation ces dernières années. Il y a eu des rumeurs sur l'homosexualité du président de la République, d'Emmanuel Macron. Ça venait des Russes. Et Emmanuel Macron avait eu l'occasion de les dénoncer dans une conférence de presse aux côtés de Poutine. Hein, c'était quand même pas rien. Il s'était adressé aux journalistes russes présents en disant vous avez essayé de me déstabiliser avec des rumeurs complètement fausses. Il y a quand même eu des cas à l'étranger. Je pense en particulier à ce qui s'est passé aux États-Unis, l'affaire du Pizzagate. Vous vous souvenez, les accusations de pédophilie contre Hillary Clinton. Ça a eu une vraie influence. Plus on a du recul, plus on aperçoit dans la première élection de Donald Trump, lorsqu'il a battu Hillary Clinton, ça a pesé. Il y a une partie de l'opinion américaine qui pensait qu'Hillary Clinton était pédophile, et ça venait des Russes et de personne d'autre. Et apparemment, l'histoire de Brigitte Macron aussi, alors vous ne l'évoquez pas dans le sujet, mais le fait que Brigitte Macron serait un homme vient visiblement aussi a été téléguidé par la Russie. Alors, je ne crois pas que ça vienne de la Russie. Je crois que ça vient de complotistes en France, repris maintenant par des Américains, etc. Mais quand on regarde les courbes en détail sur les réseaux sociaux d'exposition de ces rumeurs, il y a un moment où ça s'accélère très net. Et généralement, quand vous voyez quelque chose s'accélérer comme ça d'un coup, c'est pas naturel. C'est forcément des usines à bout, on dit, en Russie, qui sont capables de faire qu'une info, une fausse info, prenne d'un seul coup une exposition énorme. On a l'impression quand même que la réponse de la France est plutôt de renforcer l'Ukraine que de lutter sur notre propre territoire. On a l'impression que la politique de Macron, ça va être d'appuyer l'Ukraine par rapport à la Russie, et pas forcément lutter contre les actions qu'on lit en France. Je crois que ce sont deux choses totalement différentes. Il y a d'une part la politique française qui est pro-ukrainienne depuis l'invasion, depuis 2022, et qui l'est en permanence. Et effectivement, Emmanuel Macron se place volontiers comme le leader européen de la résistance à l'invasion russe, et donc du soutien à l'Ukraine. Ça, c'est une chose, c'est la politique française. Et d'autre part, il y a l'action contre contre ces actions russes en France. C'est le travail de la DGSI, hein, dont on parle dans le documentaire. On essaie d'expliquer comment la DGSI lutte contre les influences russes, mais ce sont deux choses différentes, si vous voulez. On doit d'une part lutter contre ces actions russes hostiles qui peuvent aller jusqu'à, on l'a vu encore la semaine dernière, hein, l'avion d'Ursula von der Leyen avec le GPS brouillé, ce qui est potentiellement dangereux. C'est quand même très agressif d'attaquer la présidente de la Commission européenne comme ça. Valérie, Nicolas, je vous propose d'écouter quand même la bande-annonce. Qui sont les agents de Poutine qui nous espionnent? Enquête sur les activités des services secrets russes en France. Révélation sur un attentat raté à Roissy à la veille des Jeux Olympiques de Paris. Et document exclusif, nous avons rencontré un agent dormant juste avant son arrestation. Espion de Poutine, la nouvelle menace, c'est dimanche à 21h dans Ligne Rouge, l'émission d'investigation et de grands reportages de BFM TV. L'agent dormant, si vous voulez, je peux vous en dire un mot. J'allais rebondir sur la bande-annonce. Ça, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la série américaine, la série The American, qui raconte comment le KGB met des agents dormants. Donc formidable série. Ah oui, extraordinaire. Donc ils s'installent, en l'occurrence dans la série aux États-Unis, et ils font des enfants, ils vivent, ils deviennent complètement américaines, alors et ils dorment jusqu'au jour où on peut avoir besoin d'eux, etc. Et là, on en a trouvé un qui est de la même façon installé en Belgique, qui est un petit entrepreneur qui fait de l'import-export depuis des années et des années, et en réalité c'est un agent dormant, et il achète du matériel sensible, électronique,
qu'on n'a pas le droit de vendre aux Russes, et il arrive à le vendre via la Turquie. Et donc ce type-là, Benoît Sarrad et Juan Palencia, qui sont les deux journalistes qui signent ce documentaire, ont réussi à le voir et à l'approcher en Belgique. Il raconte un petit peu, par bribes, un petit peu sa vie, et on se dit mais pourquoi nous on l'a retrouvé alors que il a été arrêté juste après, en vrai. Oui. Et aujourd'hui il est en prison en Belgique. C'était bien un agent dormant, sauf que voilà, on a réussi à l'interviewer avant son arrestation. Les journalistes qui travaillent pour vous sont des pigistes ou vous avez une équipe? Non, c'est une équipe. C'est une équipe dédiée de journalistes qui appartiennent à BFM. C'est une équipe dirigée par Irène Bénéfice et Mathieu Gérigaud, les deux rédacteurs en chef, et qui ont produit à peu près 100%. Peut-être qu'un jour on achètera une boîte de production. Mais pour l'instant, on produit 100%. Comment se démarquer des autres magazines de grands reportages? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Moi, je me réveille pas le matin en me disant comment je vais me démarquer d'Envoyé spécial ou de 7 à 8 ou de Zone interdite. Je me réveille le matin en disant qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Et là, par exemple, on a lancé, on a une équipe qui part la semaine prochaine en Afghanistan, parce que c'est quand même le seul pays du monde qui a rayé de la carte la moitié de sa population, c'est-à-dire les femmes. Ça fait 4 ans que ça dure et on a envie d'aller voir ce qui se passe, s'il y a des femmes qui... Et comment on tourne là-bas? En l'occurrence, avec un visa de presse, c'est-à-dire qu'on n'y va pas en douce. Il y a moyen d'y aller en douce parfois, d'être humanitaire ou touriste, etc., mais c'est quand même assez difficile. Et on n'a du coup pas accès aux autorités. Alors que là, on a un visa de presse, donc on va être avec les talibans et pouvoir leur poser un certain nombre de questions. Et puis après, ce sera le rôle de la journaliste, des journalistes de Ligne Rouge, d'aller au-delà des autorisations et d'aller voir s'il y a un peu de résistance. Travail de grand reporter. Par exemple, la grève du 10 ou du 18 septembre, est-ce que vous dites il y a quand même un sujet d'actualité à faire, ou ce genre d'enquête, c'est plus pour les laisser à l'antenne que de le traiter? Alors là, en l'occurrence, on en a bien sûr parlé. On a décidé d'attendre de voir. C'est pas la peine de faire monter la sauce avant. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Ça peut faire flop ou ça peut être les gilets jaunes et retenir notre attention pendant des semaines. Donc on sera le 10 très très attentif à ce qui. Ça veut dire que vous pouvez basculer la programmation facilement s'il y a une actualité en France. Qu'il y a des blocages partout, que ça dure plus qu'un jour, qu'il se passe quelque chose d'important. On débranchera des journalistes qui sont sur un autre sujet moins urgent et on pourra s'y mettre à 2, 3, 4 équipes pour essayer de sortir dès le dimanche suivant ou le dimanche d'après. Qu'est-ce qui s'est passé? Ligne Rouge, donc le dimanche, désormais dimanche soir, entre 20h50, 21h, et Espion de Poutine, la nouvelle menace, avec des révélations, puis cette interview de cet agent dormant. Merci Nicolas Poincaré. Et surtout, juste après le documentaire, Nicolas Poincaré reçoit des invités pour parler du documentaire. C'est une émission globale. Un petit plateau derrière pour boucler le sujet. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve nous demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.